Alors maintenant, je vais appeler Dharmesh Ramloukoun, qui vient de Strasbourg cette fois-ci, et qui va nous parler de l'étude du dulaglutide sur la cytoprotection des cellules bêta et des îlots pancréatiques de rat dans un modèle in vitro mimant la réaction Imbir Instant Block Mediated Inflammatory Reaction. Tu vas encore nous faire rêver. Merci. Ça s'appelle vraiment de la fondamentale, du coup, je vais pas répéter le titre. Alors, la thématique se situe autour du diabète de type 1, qui est une pathologie qui est bien connue, avec un traitement qu'on connaît très bien, l'insulinothérapie, suite à une destruction des cellules de façon auto-immune. Au sein de ce groupe de patients diabétiques, nous avons des diabétiques de type 1 qu'on qualifie d'instables. Le risque vital que j'ai mis, c'est parce que ces patients, ils ont besoin de recours à une tierce personne pour le resucrage, sinon ils sont dans le coma et puis ils vont décéder. Le traitement qui a été proposé le plus efficace, c'est la greffe des îlots pancréatiques, qui est bien connu des chirurgiens digestifs pour le prélèvement et tout. Et le seul facteur limitant de façon fondamentale à cette greffe, c'est la réaction IBMIR, qui est une réaction très spécifique de cette greffe. Au contact sanguin des îlots, il y aura une réaction pro-inflammatoire avec l'enjeu des leucocytes, des cytokines, et une réaction procoagulante via le facteur tissulaire qui est exprimé à la surface cellulaire. Ce qui fait qu'au sein de ce magma, on a une destruction de presque 60% des greffons dans les 24 heures qui suivent l'injection. Alors, il a été démontré dans quelques études que toute cette réaction peut être médiée par des microparticules, et notre laboratoire a la capacité d'étudier ces microparticules. D'une part, on a mis en évidence que ces microparticules pouvaient être des biomarqueurs dans un modèle de greffon pulmonaire où ils sont corrélés à l'apoptose cellulaire, et d'autre part, comme effecteurs, justement à droite de la diapo, on voit qu'on a essayé au laboratoire, dans un modèle de rat utilisant une lignée cellulaire bêta particulière, où on a fait une préculture des cellules bêta avec un analogue du GLP1, dont l'iraglutide, qui travaille par un récepteur membranaire qu'on voit ici. Et en fait, en situation de stress cytokinique, le liraglutide protège contre l'émission de ces microparticules de façon significative et également diminue le taux d'apoptose cellulaire qu'on peut constater. Donc, notre hypothèse, c'est que lors de la greffe des îlots pancréatiques, on a des microparticules qui sont issues et qui portent le facteur tissulaire, transmettant tout ainsi un stress procoagulant inflammatoire apoptotique aux cellules bêta, et que l'utilisation d'un analogue GLP1 pourrait préserver la viabilité de ces îlots. Nous avons des objectifs au cours de notre étude. D'une part, c'est pour créer un modèle de stress cytokinique pour mimer cette réaction spécifique IBMIR et voir l'effet du dulaglutide, un autre analogue du GLP1, sur ces cellules, et puis en deuxième temps, de mettre en place un modèle ex vivo procoagulant pour analyser justement quel effet ce médicament va avoir sur la coagulation et la fonctionnalité de ces îlots. Pour ce faire, on a utilisé un modèle cellulaire, donc on a fait une culture cellulaire avec des cellules de la lignée RIN-M5F, qu'on a mis avec un mélange cytokinique avec des interleukines, des interférons et TNF-alpha, avec bien sûr des groupes contrôle, avec le dulaglutide et également avec le dulaglutide et un antagoniste du GLP1. Dans un premier temps, on va faire une culture pendant 24 heures et déterminer quelle concentration du dulaglutide on va utiliser via la mesure de l'apoptose cellulaire. Et une fois qu'on a cette concentration, on va utiliser les mêmes cellules dans les mêmes conditions et voir l'expression des protéines, voir le comportement des protéines membranaires, doser les microparticules et voir l'activité du facteur tissulaire. Toujours dans l'optique du stress cytokinique, une fois qu'on aura optimisé notre concentration de dulaglutide, on va prélever des îlots pancréatiques chez des rats et on va imposer le même stress tout en dissociant ces îlots pancréatiques en cellules bêta, et ainsi voir le taux d'apoptose sur les cellules issues de ces îlots et l'étude du stress oxydant via l'étude des ROS. Pour explorer le versant procoagulant, on va prélever cette fois-ci des îlots chez des rats consanguins. Dans un premier temps, on prélève les îlots et 24 heures après, on ponctionne d'autres rats issus de même espèce, tout en rajoutant une dose calculée de héparine pour éviter une thrombose précoce dans le tube. Et ensuite, on va faire tourner le tout
à 60 minutes à 37 degrés dans un incubateur et voir à quel délai les îlots vont coaguler, doser les microparticules et doser l'insuline sécrétée. Donc, nos résultats dans la phase de stress cytokinique, on retrouve que le dulaglutide sur la lignée cellulaire est cytoprotectrice de façon dose dépendante. Et quand on rajoute un antagoniste du dulaglutide, ben on retrouve une réascension du taux d'apoptose. Toujours dans la phase de stress cytokinique, on a réalisé des western blot. L'IKB est une protéine qui inhibe la voie du NF-κB. Sa forme phosphorylée perd cette capacité d'inhibition, par contre elle est dégradée rapidement. On retrouve qu'en situation de stress cytokinique, on n'a plus. Par contre, en rajoutant le dulaglutide, on retrouve son expression tout en stimulant l'expression du GLP1. Donc, voilà. Et ensuite, on a réalisé une étude des protéines membranaires avec une microscopie confocale à fluorescence. Et là, on voit que les radiolipidiques qu'on a intitulés RAFT ont un effet d'assemblage ici en situation de stress cytokinique. Par contre, à l'ajout du dulaglutide calculé 1 millimolaire, on retrouve un effet de dissociation qui est retrouvé lors du contrôle négatif avec un agent qui disloque complètement les membranes, la méthylcyclodextrine. Les PLSCR1, c'est une famille de scramblases, donc de protéines membranaires. On retrouve plus ou moins les mêmes effets. Et pour doser les microparticules lors du modèle de stress cytokinique, eh bien, on retrouve que le dulaglutide à 1 millimolaire diminue la quantité de microparticules émises de façon significative et à l'ajout d'un antagoniste, on a une réascension, voire une restauration. Alors, pour explorer le versant procoagulant, nous avons étudié l'activité du facteur tissulaire. Donc, dans un premier temps, il a fallu déterminer à quel délai on va doser notre facteur tissulaire dans le sang. Donc, on a déterminé que ce sera à 6 heures par des protocoles préliminaires réalisés. Et à 6 heures post-stress cytokinique des cellules bêta de la lignée qu'on a utilisée, on retrouve que l'ajout du dulaglutide diminue de façon significative l'activité du facteur tissulaire, mais cette activité n'était pas trop modulée par l'ajout de l'antagoniste. Alors, toujours avec notre lignée cellulaire dans stress cytokinique issue des îlots cette fois-ci, on retrouve toutefois l'effet protectrice de dulaglutide à 1 millimolaire sur l'apoptose cellulaire et sur le stress oxydant. On a réalisé un petit protocole à côté pour montrer que en fait, le taux d'insuline sécrété lors du stress cytokinique, eh ben, on a une protection qui est apportée que lorsque le milieu est enrichi en glucose. Alors, dans notre modèle procoagulant, on a étudié le délai auquel les îlots vont coaguler au sein du sang des rats consanguins. On a retrouvé un temps de coagulation qui est rallongé avec l'ajout de dulaglutide. Donc là, on met 100 îlots dans un tube avec du sang, et là 200 îlots, on a compté au microscope et tout, on a fait un prélèvement, c'était assez long. Et on retrouve un effet protecteur sur le temps de coagulation en rajoutant le dulaglutide. Par contre, quand on centrifuge, on récupère le plasma et on dose des microparticules issues de ces tubes, on ne retrouve pas vraiment de résultats significatifs. Alors, on a ainsi dosé l'insuline issue du plasma qu'on a recueilli après le mélange des îlots avec le sang. Et là, on retrouve bien sûr qu'avec les îlots pancréatiques, on a une sécrétion d'insuline qui est élevée, qui est significatif par rapport au sang qui contenait. On n'est pas d'îlot du tout, par contre le rajout du dulaglutide n'a pas modifié nos résultats. Donc la valeur basale est restée plus ou moins inchangée. Alors, pour synthétiser un peu le tout, nous on pense qu'il y a un rôle à prendre de la glycémie basale des rats dans notre modèle. Donc la cytoprotection qu'on a vu apportée par le dulaglutide, il faudrait peut-être refaire les manips avec des rats peut-être diabétiques pour voir un peu ce qui se passe réellement. L'étude des protéines membranaires nous indique qu'il y a des voies qui sont impliquées qui sont probablement GLP1 indépendantes, contrairement à ce qu'on pensait au début. Donc il y avait des protéines membranaires, 5-taxine, SNAP et 20, qui ont été reconnues dans ce phénomène. Les microparticules étant des fragments cellulaires issus d'une cellule parentale en effet de stress, et bien on pense que l'effet de sortir d'une cellule parentale va faire un remodelage cellulaire en soi
et du coup ça va induire une cascade cellulaire via d'autres récepteurs qui sont présents dans ces radiolipidiques. Donc tout ça c'est à étudier dans un second temps. Et par rapport à notre modèle procoagulant, nous pensons que les résultats qu'on a retrouvés avec les microparticules, où ce n'était pas significatif, et on pense qu'au sein de ce magma inflammatoire, les microparticules peuvent être piégées, et donc notre dose d'héparine doit être probablement revue en fonction du nombre des îlots, de même que notre concentration de dulaglutide à utiliser, sachant que le dulaglutide est un médicament en phase 3 actuellement, qui n'a jamais été étudié dans ce modèle de phase IDMIA. Donc, pour synthétiser un peu le tout, on a deux versants, le stress cytokinique, le côté procoagulant, le dulaglutide protège contre l'apoptose, protège contre l'inflammation, protège sur la quantité des microparticules émises, protège sur les temps de coagulation également et sur l'activité du facteur tissulaire. Les voies impliquées sont récepteurs GLP1 dépendants et indépendantes. Par contre, on n'avait pas retrouvé de résultats significatifs sur les microparticules ni sur la fonctionnalité avec la sécrétion de l'insuline. Donc au final, ce médicament est cytoprotecteur in vitro, GLP1 dépendante et indépendante, mais au contact sanguin, à part sur les délais de coagulation, il ne semble pas protéger nos îlots dans notre modèle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce travail acharné, difficile. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Mais François. C'est quand même un vieux problème, si je me souviens bien, François. Donc moi je voudrais d'abord vous féliciter parce que c'est un modèle qui a été, plusieurs modèles que vous avez mis en œuvre successivement d'une façon bien cohérente. Et sur les conclusions, finalement, vous êtes un petit peu pessimiste parce que vous dites que vous avez montré des tas d'efficacité sur des critères de jugement biologiques différents, et puis vous ne trouvez pas qu'il y ait d'efficacité sur la fonction des îlots. Mais est-ce que vous voulez poser la question, parce que je peux vous dire que c'est pas si simple. Peut-être que c'est la théorie initiale proposée par nos collègues suédois, notamment Moberg et toute la bande de Uppsala, qui lie la coagulation qui est avérée, qui existe quand on greffe des îlots, et la mauvaise fonction des îlots, qui est peut-être que vous mettez en défaut. Ça veut dire que le fait que les îlots soient entourés d'un noyau, d'un nuage de thrombose et de coagulation, c'est mauvais pour des questions mécaniques, ça fait des thromboses. Et pour la fonction des îlots, rien n'est clairement démontré, et peut-être simplement vous trouvez quelque chose qui reflète la réalité. Ça veut dire que cette coagulation, là in vitro, il n'y a pas de problème de thrombose dangereuse pour le patient, n'est pas un élément délétère pour les îlots. Est-ce que vous pouvez revoir votre conclusion à cette lumière-là, plus positive? Alors, il est vrai qu'on ne peut pas démontrer de façon, on va dire, scientifique au laboratoire, parce que peu importe les îlots, quand on les prélève et quand on les met avec le sang, nous avons un gros problème, c'est que déjà le sang en soi, au prélèvement, dans les 5 secondes, 10 secondes qui suivent, c'est déjà coagulé de base. Donc la réaction inflammatoire avec les îlots est encore plus intense, et je pense qu'avoir une efficacité réelle de ces îlots en termes de sécrétion d'insuline, ça va être très très difficile, donc il faudra trouver autre chose que la sécrétion d'insuline directement pour avérer que la fonctionnalité est préservée ou pas. Alors vous parlez de Moberg et notamment Bennett qui ont travaillé sur la coagulation. Et ben nous on a utilisé l'héparine dans notre modèle, tout simplement parce que quand on m'a parlé des études qui sont déroulées et tout, ils utilisaient des inhibiteurs du facteur 7 activés. Il y en a qui utilisaient de l'héparine mais à des doses qui n'étaient pas vraiment calculées par rapport aux îlots. Le problème c'est que les inhibiteurs du facteur 7, ça détruit complètement la cascade de coagulation dès le début. L'héparine agit plutôt sur le facteur 2 et le facteur 10. Et après, basé sur la réalité clinique en soi, à la greffe des îlots pancréatiques, les patients ils sont bombardés d'héparine pendant 48 heures et ensuite ils reçoivent encore de l'héparine après. Donc je me suis dit peut-être que utiliser l'héparine c'est une meilleure chose, ça reflète plus la réalité. Et si on veut transposer secondairement la greffe des îlots, que ce soit chez le rat et étudier effectivement tout ce qui se passe chez l'humain après, il vaut mieux utiliser un modèle avec de l'héparine. Par contre, faire la relation avec la dose d'héparine, la quantité d'insuline et tout, ça nous semble un peu, on va dire, on est un peu dépassé par les phénomènes qui se passent, donc je ne peux pas apporter de réponse particulière par ça. C'était une suggestion que je vous faisais, d'être un peu moins pessimiste.
regardez bien la littérature et vous verrez qu'on n'a pas démontré que la coagulation c'était mauvais pour la fonction des îlots. C'est un autre problème. Donc, c'est pas la peine de le présenter comme un résultat négatif. Je pense que votre étude, elle protège plein de choses intéressantes, molécules. Et puis bon, elle n'a pas d'effet sur la... Mais c'est pas forcément grave. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'il faut être moins pessimiste sur cet aspect-là de la littérature, de votre conclusion. Je comprends ce que vous dites. De toute façon, là, je mets la coagulation qui était exigée d'un point de vue des temps de coagulation. Bon, après, voilà. J'ai essayé de faire mieux avec ce que j'ai. En pratique, est-ce que ce type de traitement est utile quand on transplante des îlots? Alors le pré-traitement des îlots, lorsqu'ils sont prélevés avec un analogue GLP1, oui, ça a démontré son efficacité. Ouais. Donc ça doit faire partie du protocole thérapeutique? In vitro, chez l'animal, donc chez l'homme on attend encore la démonstration, mais tout concourt à penser que augmenter un agoniste du GLP1 qui est tellement bon pour les îlots en règle générale, doit être bon pour la greffe d'îlot. C'est difficile en greffe d'îlot parce qu'il n'y a pas assez de malades pour randomiser réellement, il y a beaucoup de facteurs confondants, mais en tout cas la théorie pousse à proposer cette drogue qui par ailleurs est assez anodine, entourant, précédent, accompagnant, suivant la greffe d'îlot. Et du coup j'ai voulu explorer de façon très fondamentale les choses, donc voilà. Merci. Très joli.